Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à ce colloque dont Éric Carpano a eu l'initiative, qui va chercher à s'interroger sur l'état de droit dans une Europe en crise. Je voudrais remercier non seulement le public, mais aussi et surtout les intervenants, les discutants, les présidents de table ronde. Je voudrais remercier les financeurs, c'est-à-dire les DIEC, le Centre d'études européennes, l'équipe de droit public, le Centre de droit constitutionnel, la mission GIP Justice, l'Institut universitaire de France et la Casa Velasquez. Je voudrais remercier la cheville ouvrière de cette organisation, de cette manifestation, Véronique Gervasoni, pour son aide constante, précieuse et efficace, ainsi que Nicolas et Alexandra qui l'ont secondé. Et je voudrais remercier Éric Carpano de m'avoir invité à travailler avec lui sur cette manifestation. Sans plus tarder, parce que le temps est compté, je vais lui laisser la parole. Merci Marie-Laure. Le temps de parole aujourd'hui va être rare, en tout cas compté, donc je ne vais pas rajouter remerciements, mais je tiens quand même à mon tour à te remercier d'avoir accepté de co-organiser cette manifestation qui, pour le coup, a une transversalité qui, naturellement, devait associer l'équipe de droit public et l'équipe de droit international européen et comparé. Et je tiens à remercier tout particulièrement Mathilde Philippe, qui dirige l'équipe de droit public pour avoir accepté de co-organiser ou de co-financer, puisque le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et nous en avons besoin à l'université. Je tiens aussi à remercier, excuser l'absence de Michel Bertrand, patron de la Casa, directeur de la Casa Velasquez à Madrid, avec lequel nous travaillons depuis 2-3 ans. Nous organisons un certain nombre de manifestations sur le thème des identités en Europe. Et le thème d'aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective. Il s'inscrit aussi dans la perspective de la chaire Jean Monnet sur démocratie et intégration dans une Europe en crise. Et pour le coup, nous avons là un financement de la Commission européenne pour organiser cette manifestation. Voilà, alors sans plus tarder, je vais dire quelques mots pour présenter la thématique et introduire les débats, et j'essaierai de respecter les 15 minutes vis-à-vis desquelles j'ai déjà mangé 1 minute 30. Alors, on va commencer par le commencement, et c'est pas forcément le plus simple. Lorsqu'on parle de l'état de droit, de quoi parle-t-on? Et je sens très rapidement qu'il y aura un certain nombre de désaccords, d'après ce que j'ai pu voir dans les premiers papiers qui ont pu circuler. Alors, il est assez courant de considérer que l'état de droit est ou une coquille vide, une notion qui serait un réceptacle à diverses revendications, assez contradictoires parfois, qui peuvent aller de l'affirmation de l'autorité de l'État jusqu'à la protection des droits individuels, ou même on peut aller encore plus loin avec Elsen et considérer qu'il s'agit d'un concept qui est tautologique, puisque tout État agissant au moyen du droit est forcément de droit, et dans ce cas-là, le concept ne sert plus à rien. Bon, je ne partage pas cet avis. Je crois qu'au contraire, l'état de droit a un sens que l'on peut identifier à partir de sa généalogie. C'est un produit des Lumières, et sous ce point de vue, c'est ce que l'on pourrait considérer comme étant la forme juridique du libéralisme politique. C'est un mode de limitation du pouvoir qui vise à limiter l'arbitraire, là où la démocratie est un mode d'organisation du pouvoir et qui répond à la question qui gouverne. On aura l'occasion d'y revenir sans doute au cours des débats, et notamment sur la question de l'éventuelle consubstantialité de l'état de droit de la démocratie, notamment dans le cadre de la démocratie libérale. Mais je ne m'avance pas trop, je suis sûr qu'on abordera cette question. Alors dès lors qu'on conçoit l'état de droit comme un modèle de limitation du pouvoir et de lutte contre l'arbitraire, ce qui correspond à sa conceptualisation originelle, la notion d'état de droit devient beaucoup plus claire. Il s'agit d'enfermer l'action des autorités publiques dans un cadre de droit, afin de se prémunir contre l'arbitraire par différents mécanismes de contre-pouvoir, parmi lesquels la justice constitue le rouage essentiel, en ce qui permet de juridiciser le contrôle de l'usage du pouvoir.
Je crois que la Cour de justice, pour une fois, a été assez clairvoyante et en a donné une définition assez précise et a saisi la profonde essence de l'état de droit dans son arrêt Les Verts en 1986, en considérant en substance que dans un état de droit, nulle autorité, nulle institution ne saurait échapper au contrôle de la légalité de ses actes avec les normes fondamentales du système juridique. Alors, doté de cette métaconception de l'état de droit, il est alors loisible de la décliner en identifiant les différentes exigences qui la composent. C'est ce qu'a fait le Conseil de l'Europe, au travers de la Commission de Venise, par exemple, qui a adressé une liste des critères de l'état de droit, dans une conception que je qualifierais de formelle et procédurale de l'état de droit. Alors, la Commission de Venise et la liste proposée des critères de l'état de droit par la Commission de Venise va être reprise par la Commission européenne et va constituer aujourd'hui un standard d'évaluation des États au regard de ces critères. Alors la Commission de Venise dresse une liste qui est subdivisée en différents sous-principes, mais les grands principes sont les suivants: le principe de l'égalité, le principe de sécurité juridique, la prévention de l'abus de pouvoir, le principe d'égalité devant la loi et de non-discrimination, et enfin le critère de l'accès à la justice, qui est essentiel en réalité dans la conception moderne que l'on a de l'état de droit. Pourtant, si le Conseil de l'Europe et la Commission considèrent que l'état de droit est nécessaire à la protection des droits de l'homme, leur définition de l'état de droit reste formelle et procédurale et privée de tout contenu substantiel. On opère une distinction claire entre l'état de droit et les droits de l'homme, et je crois que Romain Thignères reviendra sur cette question dans son intervention. Pourtant, il me semble que l'état de droit ne saurait être l'état de n'importe quel droit. Il est celui des droits par le droit, comme le disait le juriste espagnol Elias Diaz dès 1960. L'état de droit, sans le respect des droits fondamentaux, vide le concept d'état de droit de son essence. Cela ne veut pas dire que les droits fondamentaux ne constituent pas un concept différent, bien sûr qu'ils sont différents, mais la protection des droits fondamentaux en font partie intégrante en ce qu'ils sont les supports nécessaires à la préservation de l'autonomie et la liberté individuelle contre l'oppression du pouvoir, contre laquelle l'état de droit est élevé pour nous préserver. On relèvera à cet égard, là encore, que la Cour de justice s'inscrit dans cette logique à partir de son arrêt Cady, en rattachant la notion d'union de droit à cette exigence de protection des droits fondamentaux. Alors, on peut considérer que l'état de droit n'est pas que le droit au droit et le droit au juge, c'est aussi le droit à la liberté. Et il s'agit là d'une conception que je qualifierais d'exigeante de l'état de droit, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Alors le cadre ainsi posé, allons plus loin maintenant dans l'identification des figures de la crise de l'état de droit. Lorsque j'ai soutenu une thèse, parce que j'ai soutenu une thèse il y a quelques années sur l'état de droit, il y a une quinzaine d'années tout précisément, sur l'évolution du modèle de l'état de droit en Europe, l'état de droit était encore un horizon, une quête, une espérance. J'écrivais même quelque chose dans la thèse, alors je me suis replongé pour préparer ce colloque, assez renversant quand je regarde maintenant aujourd'hui, comme quoi on se trompe assez régulièrement. J'écrivais ceci, je vous cite, de Paris à Varsovie, en passant par Berlin et Budapest, l'état de droit est à la mode. Il y a 15 ans. Il est devenu le nouveau credo de l'ingénierie constitutionnelle européenne. Alors, effectivement, j'aurais dû avoir des doutes. Une telle unanimité ne pouvait être que suspecte. Et quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, mais cela étant, l'état de droit portait une dynamique. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, sur laquelle encore on aura l'occasion d'y revenir, qui orientait l'évolution des systèmes juridiques dans le monde occidental vers plus de contrôle des autorités publiques et plus de liberté pour les individus. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la thèse de Fukuyama sur la fin de l'histoire, au lendemain de la chute du mur de Berlin, avait été développée sur l'horizon indépassable de l'évolution des sociétés humaines que constituait la démocratie libérale. Les lois sécuritaires post-2001 commençaient tout juste à être adoptées, mais faisaient encore l'objet d'une certaine réticence au sein des majorités dans les États européens, d'une défiance judiciaire, tant des juridictions internes que des juridictions européennes internationales, et d'une forme de rejet dans l'opinion publique. On a un certain nombre d'études qui ont été réalisées et qui montrent l'évolution de l'opinion publique au cours de ces 15 dernières années sur la perception et l'acceptation de ces lois sécuritaires. Alors, 15 ans plus tard, le consensus dont faisait l'objet l'état de droit au lendemain de la chute du mur de Berlin est érodé, contesté, voire menacé.
Et pour reprendre, pour paraphraser ce que je pouvais dire dans ma thèse en 2003, de la Pologne à la Hongrie, en passant par la Roumanie, la Slovaquie, l'Italie et l'Autriche, on pourrait rajouter la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, on voit émerger des forces réactionnaires, populistes, identitaires ou xénophobes qui tentent d'imposer un nouvel agenda que l'on qualifie désormais d'illibéral ou d'antilibéral, en rejetant le modèle même de l'État de droit. Le fait que la présence de ces forces, de ces mouvements au sommet du pouvoir, sur les barreaux des assemblées ou au second tour d'élections présidentielles soit devenue pour beaucoup banale, constitue déjà une victoire idéologique inquiétante. L'entrée massive de l'extrême droite au gouvernement en Autriche en 2017, à des postes stratégiques, n'a suscité que très peu de réactions comparé à ce qui s'était passé en 2000 avec le FPÖ. Même le président de la Commission, Juncker, ne s'en est pas inquiété, et je le cite, compte tenu de la profession de foi européenne du FPÖ. Et là, on ne pourra pas échapper, au cours de nos débats non plus, à une réflexion sur la responsabilité de l'Union européenne dans l'émergence, le développement de ces forces populistes et antilibérales. Alors, en 15 ans, l'Europe, mais aussi le monde, ont changé sur ce point-là. Cette crise de la démocratie libérale qui ébranle les structures de l'État de droit n'est pas cantonnée à l'Europe, certes, c'est une crise globale, comme l'a montré Yashamuk dans son très beau livre « Le peuple contre la démocratie ». Elle l'est par ses origines. Alors, mondialisation des échanges, dilution du politique, crise identitaire, sécuritaire, etc. Et par ses effets, du Brésil à la Turquie, en passant par les États-Unis, on assiste à des mouvements similaires et à une remise en cause des structures et des principes et des valeurs du libéralisme. L'Europe n'est pas à l'abri de cette aspiration illibérale, pourtant on l'en croyait à l'abri par son histoire et les valeurs qui en sont issues. En effet, l'État de droit est le résultat d'une longue conquête pour la primat du droit sur la force, sur le fait du prince. Elle commence tout spécifiquement à partir du XVIIe siècle en Angleterre, avec l'affrontement des cours de common law, symbolisé par la figure d'Edward Coke, contre la prérogative royale. Elle se poursuit avec les aspirations républicaines des révolutionnaires français pour un gouvernement par les lois qu'on appellera la République. Puis un peu plus tard avec les libéraux allemands du Vormärz, qui trouvèrent dans le Reichsstaat l'étendard de leurs revendications contre l'absolutisme de l'État monarchique. La construction d'un système administratif, de droit administratif en Allemagne et en Italie a été systématisée explicitement autour de cette logique de l'État de droit et elle a été marquée par la volonté de domestiquer la légalité de l'action des pouvoirs publics. Ce système a été étendu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l'action des parlements, par le développement de la justice constitutionnelle. D'ailleurs, en 1920, Karel Malberg, dans la contribution générale à la théorie de l'État, écrivait que la France de la Troisième République ne s'était pas élevée encore jusqu'à la perfection de l'État de droit, en ce que le Parlement échappait encore au contrôle de ses actes. Histoire de l'Europe encore, avec la chute du mur de Berlin, qui va marquer l'avènement du modèle de la démocratie libérale, les nouvelles démocraties en transition démocratique, alors pas encore démocratie, mais en tout cas en transition démocratique, avaient fait de l'État de droit le vecteur de leur transformation constitutionnelle et de leur consolidation démocratique. D'ailleurs, toutes les constitutions de l'ère post-communiste vont inscrire le principe de l'État de droit au sommet de leur texte constitutionnel. L'État de droit était donc une conquête européenne et se présentait comme une quête continue des Européens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, les figures de cette crise sont multiples. Certaines sont directes et immédiates et participent d'une démarche assumée de démantèlement, backsliding, disent les Anglais, de l'État de droit. Et à bien des égards, on peut essayer de dresser des comparaisons avec la critique radicale que pouvait professer Carl Schmitt, par exemple, contre le modèle de l'État de droit bourgeois dans les années 30. La Pologne et la Hongrie assument explicitement ce démantèlement et la logique qui est mise en œuvre dans ces deux États repose sur des ressorts et des logiques assez semblables. Elle vise, on aura l'occasion d'y rentrer dans le détail, mais à limiter les contre-pouvoirs, qu'il s'agisse de la justice, et c'est la justice qui a fait les frais en premier de cette remise en cause des contre-pouvoirs, de la presse, mais aussi des libertés. Et les ressorts pour cette remise en cause sont à peu près identiques, un appel à la souveraineté nationale, à l'identité constitutionnelle, à la sécurité nationale.
En dehors de la Pologne et de la Hongrie, on trouve aussi, comme par exemple en Autriche, avec cet été l'adoption d'une loi sur la protection des données personnelles, qui va explicitement à l'encontre du cadre européen. Un texte est en préparation en Slovaquie sur la même question. La Roumanie est engagée aussi dans un rapport de force avec sa Cour constitutionnelle dont on n'est pas encore sorti. Voilà. On a un certain nombre de phénomènes explicites de remise en cause des structures de l'État libéral. Mais on a d'autres remises en cause qui sont plus indirectes et latentes, qu'il s'agisse de voir se multiplier un peu partout des expulsions collectives, des conflits de normativité, et de manière plus générale, la généralisation du tournant sécuritaire qui fait entrer l'exception dans le droit commun. Et ça, c'est peut-être l'une des figures les plus importantes et les plus attentatoire au modèle européen de l'état de droit. La procédure pénale, l'enquête terroriste, la rétention administrative sont autant de lieux dominés aujourd'hui par ce qui était considéré il y a quelques années encore comme relevant de l'exception. L'état de droit est également fragilisé par la dilution des capacités d'action des contre-pouvoirs, les parlements étant contournés, les tribunaux engorgés, la presse dépendante, par leur mobilisation, par leur existence même, avec le développement d'un gouvernement des experts, voire par le gouvernement par les algorithmes, que j'appellerais le digitalitarisme, ou voire même par leur crédit. Je me souviens au lendemain, à la veille de la décision de la High Court sur la nécessité d'avoir un vote du Parlement pour entériner le référendum, le Daily Mail avait mis la photo des 3 juges de la High Court en une, avec un sous-titre « Les ennemis du peuple ». Alors, je conclus. Le droit ne peut assurément pas arrêter une révolution. Peut-il seulement ralentir la dégénérescence progressive de ces structures démocratiques et constitutionnelles ? L'Union européenne s'est dotée d'un cadre pour essayer de défendre ses valeurs, pour les protéger. J'avoue avoir des doutes quant à la capacité de réaliser pleinement ces objectifs. Et ça sera l'objet de notre discussion. Le politique hésite, le juge essaye d'ouvrir de nouvelles portes. On va le voir sans doute avec Sébastien. Mais il suffit de voir les réactions très violentes que ces décisions, que ces interventions suscitent dans ces États. Je pense par exemple à l'affaire Białowieża sur la forêt en Pologne, qui a suscité des réactions de protestation très fortes en Pologne. Je crois qu'on n'échappera pas à une réflexion aussi sur le rôle de l'Union européenne, sur l'Union européenne qui, par le dogme du tout marché, a ouvert la voie à une remise en cause de la logique libérale qui domine ses options politiques, en ébranlant avec elle la démocratie libérale qui la porte. L'Union européenne traverse assurément un moment populiste et réactionnaire. La question est dès lors, pour reprendre les mots de Yasham Monk, de savoir si ce moment va se transformer en époque et remettre en cause jusqu'à la survie même de la démocratie libérale. Je vous remercie. Moi, je prends la parole, du coup. Alors, ces quelques observations poser un cadre très général. Bien sûr que toutes les questions que l'on va aborder vont dépasser ce cadre, et je l'espère. Je dois présider le premier panel, donc je reprends la parole. Ce premier panel intitulé « L'État de droit, un modèle européen ?» point d'interrogation. On assistera à 3 interventions. Alors, dans l'ordre, c'est toi qui commences ? Oui. Alors, d'abord Marie-Laure, appréhension de l'état de droit en Europe, puis Romain Tinière, état de droit et valeurs de l'Union européenne, puis Céline Romainville, le droit européen des droits de l'homme au secours de l'état de droit, et puis Lorraine Blatière viendra essayer de faire une intervention transversale en tant que discutante pour rebondir. Alors, nous avons 2 heures. Ça ne veut pas dire qu'on va parler pendant 2 heures. C'est 15 minutes d'intervention. Et puis, on engagera une discussion. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Merci.